Curieux et passionnés, bonsoir, bienvenue sur Radio Ciné, l'émission qui parle de l'actualité du cinéma. Vous l'attendiez depuis très longtemps, le retour de l'émission avec le premier épisode de la saison 2 et on attaque très très fort avec l'Odyssée de Christopher Nolan. Sans plus tarder, pour parler de l'Odyssée, nous sommes ici au bord de l'eau, dans le Val-de-Marne, avec des très belles arches, et j'accueille des fidèles adhérents de l'association Radio Ciné, avec les chroniqueurs habituels déjà, on peut les voir tout de suite, nous avons Thomas et Tom ici présents, mais également un adhérent de longue date de l'association qui a fait déjà plein de projets avec nous, c'est Alexandre. Bonsoir tout le monde. Ouais. Et oui, c'est bon, t'entends bien avec ton micro. Très content de vous avoir. Voilà. Donc on change en plus de décor ici pour la saison 2. Voilà, on s'est dit, on va au Grand Théâtre, on va devant des arches carrément parce que on avait envie pour parler un peu quand même de Christopher Nolan. Et Christopher Nolan ici, on a déjà Alex qui est un fan depuis toujours à peu près avec Interstellar, avec certains films. Fan, je dirais pas. Ah, t'es plus, plus maintenant. Plus maintenant, mais en tout cas, voilà, c'est quand même un ça a changé. Et puis voilà, mais de manière, on va en parler de toute façon précisément, mais c'est vrai que c'est un film qui fait grandement parler. Comme toujours, il y a un accent qui est mis sur la technique, sur l'IMAX, etc. Mais ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que tout simplement, c'est l'adaptation de l'Odyssée. Et l'Odyssée, c'est mine de rien l'une des traditions orales et des textes fondateurs les plus importants de l'humanité. En 800 avant Jésus-Christ, nous avons Homère qui écrit l'Iliade et l'Odyssée. Et c'est des textes fondateurs qui ont été adaptés des centaines de fois, en tout cas des dizaines de fois au cinéma, à la télévision. On a eu plein de bandes dessinées, voilà, on a eu tout un tas de musiques aussi qui en sont inspirées. On va pas s'attarder à fond là-dessus, mais on va quand même en parler un peu pour montrer justement que l'Odyssée de Christopher Nolan, ça s'inscrit dans cette continuité-là, cette grande lignée de récits autour de textes fondateurs comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. C'est le premier épisode de la saison 2, on avait envie de renouveau et de faire aussi une petite pause. La dernière fois, on parlait de Michael, le biopic d'Antoine Fuqua sur Michael Jackson. On continue avec des films américains blockbusters qui vont certainement attirer en foule les personnes au cinéma. Et, nous avons vu le film, si je me trompe tous, hier. Ah non, c'est Thomas qui l'a vu aujourd'hui. Tout à fait. C'est ça. Aujourd'hui, ce matin. C'est très frais encore. C'est très Ah, c'est très frais. Et donc moi j'étais avec Tom dans la séance. Exact. Voilà, on l'a vu au MK2 Bibliothèque. Et Alex, toi tu l'as vu hier aussi. Je l'ai vu hier à l'IMAX de Pathé-Seguin. Alors, voilà, heureusement on a une personne parmi nous qui l'a vu à l'IMAX parce qu'on a quand même une section. Voilà, on va en parler un peu. Voilà. Donc ça permettra aussi d'avoir le panel d'opinion sur ça parce que on a remarqué aussi même sur beaucoup de critiques ou même sur les réseaux sociaux de personnes qui parlaient de cette différence d'IMAX, etc. Donc on va aborder plein de thématiques, ne vous en faites pas. N'oubliez pas, avant toute chose, d'habitude je le dis au tout début, mais je l'ai décalé, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier de s'abonner. Abonnez-vous sur YouTube, sur toutes les plateformes, on fait plein de contenus, on a l'émission principale Radio Ciné, mais voilà, on a plein d'autres émissions, donc c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires, de voir vos retours, d'avoir des personnes qui nous parlent de ces émissions, qui ont des recommandations aussi comme l'Odyssée, ça fait beaucoup de personnes qui nous ont demandé de faire une émission là-dessus, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on est présent partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, Spotify, Deezer, etc. L'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse qui rentre à Ithaque, retrouver son épouse Pénélope après avoir passé 10 ans de guerre portée par Agamemnon à Troie. C'est un récit qui est raconté dans l'Iliade, et donc l'Odyssée, ça raconte le voyage du retour qui va être un voyage qui va durer des années, qui va être ponctué d'embûches, de malédictions de la part des dieux, et tout ça c'est raconté à merveille par Christopher Nolan dans l'Odyssée. Donc tout de suite on vous met un teaser et ensuite on discute tous ensemble autour de ce film. C'est parti pour le teaser. Après des années de guerre, nul ne pouvait se dresser entre mes hommes et la terre natale.
de rentrer. Et si je ne peux pas? De retour sur notre plateau sauvage pour vous parler de l'Odyssée de Nolan. On se demande tout de suite, mais comment on peut adapter un texte qui est vieux de plus de 2000 ans et le rendre moderne? Est-ce que ça touche encore les spectateurs qui vont se rendre en salle? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel intérêt, en tout cas avant la sortie du film, autour de cette nouvelle œuvre de Christopher Nolan? Est-ce qu'on peut faire des blockbusters avec des textes aussi anciens? On va évoquer tout ça avec tout d'abord un premier bilan. Un budget de 250 millions de dollars. Évidemment, comme le film est sorti hier en sortie internationale, on n'a pas vraiment les retours des recettes si ça a fonctionné. Ça, on le verra très bientôt. Mais les critiques sont déjà très positives. On avait dithyrambique, je dirais même. Mais oui, voilà, on a des critiques qui sont à du 98 sur 100, je crois, sur Metacritic. Sur Rotten Tomatoes également, on est à pas loin, plus de 90. Sur Sens Critique, on est à plus de 7 sur 10. 7,1, mais bon, ça évolue très rapidement sur ce site-là. Déjà, comment était votre séance? Est-ce que vous aviez de l'appréhension quand vous êtes allé voir ce film? On commence par Alex, tiens. Allez, écoute, moi, je suis allé le voir dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire en IMAX, pas 70 mm, le laser, et Okay. j'étais vraiment hyper bien placé, donc vraiment face à l'écran. Le son était extraordinaire, voire même pour certains passages, ils étaient quasiment, ça faisait mal aux oreilles. On en reparlera plus tard. Ouais. Et l'image, honnêtement, fou. Ok. Là, tu m'as parlé quasiment que de technique, mais Que de technique. ok. Mais et ton impression, est-ce que c'est un film qui t'a touché, par exemple? Écoute, ce film m'a en fait beaucoup déçu. Dans le ok. sens. Ça a commencé finalement. Ouais, ce film. Ouais, c'était trop bien. Alors, en fait, tu sais, c'est un peu Pardon, je t'ai coupé, mais c'est un peu le truc de quand tu commences à parler de l'image et du son, et après on te demande, ouais, mais t'as aimé le film, et en fait, après, des fois, ça ne suit pas. L'image extraordinaire. En fait, le film m'a dit. Voilà. Globalement, je l'ai trouvé très vide. Ah oui. Visuellement, très Carrément. vide. Ouais. Ah ok. Dans les retours que j'avais eu dans mon oreillette hier, j'avais une impression assez différente de ça, mais ok. Vite dans le fond, ok. Pas Ok. dans le fond, non, pas dans le fond. Vide, vraiment visuellement en fait. Ah d'accord. Oh, La mise en scène peut-être. plutôt. Non, la mise en scène encore, ça allait. Il y avait des points positifs comme négatifs, mais c'est surtout au niveau des décors où ça m'a frappé directement. En fait, j'ai remarqué que ils sont nulle part tout le temps. Même quand ils sont high-tech, c'est ça Ouais. À la fin, oui, au début. Au début, au milieu, à la fin. En fait, je trouvais que c'était mort, quoi. Il y a un côté moins grandiose dans les décors que par exemple d'anciens films, je trouve. Hein. C'est vrai que les anciens films faisaient. C'est vrai qu'il y a, c'est moins appuyé. Il y a moins de tu vois, c'est vrai qu'Ithac est pas filmé de façon spectaculaire, quoi. En fait, Ithac n'est pas du tout filmé. On n'est que dans le château. En fait, on voit pas la. En fait, il est roi de quoi en fait, Ulysse là actuel. Enfin, Nolan nous a pas montré le peuple. Sachant que c'est un roi, et en fait j'ai juste vu. Je pense que c'était pas le sujet non plus du film. C'était pas le sujet, mais tu vois, juste un plan sur un plan de 3-4 secondes sur le peuple, enfin sur toutes les maisons, sur l'île dans son entièreté. Là, on a juste vu le château en ruine. Là, je comprends. C'est hyper intéressant, mais je me permets, on va faire un peu un bilan de tout le monde plus rapidement parce que là, mais c'est hyper intéressant. On parlera après de ce côté de décor. Et Tom, toi de ton côté. Je vais être rapide. Du coup, moi, j'attendais rien du film parce que Nolan, je n'aime plus trop ses films depuis Dunkerque. Tout le monde le sait ici. Pour moi, et je partage. Enfin, tout le monde le sait, je sais pas, mais en tout cas, je partage totalement ton avis. Thomas et toi, je sais que vous le saviez. Pour moi, son dernier grand chef-d'œuvre, c'est Interstellar. Et ensuite, c'était la descente petit à petit en enfer. Genre Tenet, je pense, c'est son pire navet, enfin son meilleur navet plutôt. Et Oppenheimer. Pareil, je trouvais que, en fait, depuis Interstellar, je trouve que les films de Nolan ont perdu un fond surtout humain. Je trouvais les personnages manquaient de profondeur, manquaient de philosophie humaine et de chaleur, surtout. Ouais, de chaleur. Enfin,
de profondeur humaine tout simplement. Interstellar, c'était la quintessence de ça, je trouve. Ouais. Et après, ça c'est. Apparemment, c'est depuis qu'il écrit plus avec son frère. C'est vraiment la théorie. Exactement ça. Je me permets de faire un rapide aparté sur ça parce que c'est intéressant. Donc préciser que pour ceux qui connaîtraient pas très bien Christopher Nolan ou même pour les fans qui ont envie qu'on le leur rappelle, Christopher Nolan réalise des films depuis la fin des années 90, début 2000. On se rappelle Memento, son premier film qu'il a fait connaître, année 2000. Ensuite, il a fait Insomnia, qui est plutôt pas mal, en 2002. La série des Batman, on a Batman Begins, The Dark Knight et Dark Knight Rises entre 2005 et 2012. C'est donc quand même sur plusieurs années. On a, moi, mon film préféré de Christopher Nolan, enfin il y en a deux avec Interstellar, mais c'est quand même Le Prestige, qui est un super film de magie. Le Prestige, c'est 2006. Inception, aussi très connu en 2010. Interstellar, dont tu parlais, 2014. Et après... tu parlais ensuite du Nolan de notre époque qui a un peu évolué son cinéma. Effectivement, il avait l'habitude jusque-là d'écrire la quasi-totalité de ses scénarios, figurez-vous, avec son frère. D'ailleurs, son frère qui a fait une super série. Je ne sais pas si quelqu'un a la référence. Fallout. Alors ça, je suis pas sûr. Il a réalisé le premier Fallout. Ok, bah voilà. Mais je pensais à Westworld, moi. Qui a fait le scénario de Westworld. J'ai pas vu Westworld. Son frère, il s'appelle Jonathan. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un super scénariste et c'est vrai que ensuite Christopher Nolan a décidé de faire des scénarios sans son frère et je partage ton avis. Et c'est devenu catastrophique. Voilà. Après, je dis pas. Je pense qu'il a la forme, enfin il a les concepts, la structure, mais en fait il lui manque la matière humaine en fait. Bref, tout ça pour dire que du coup, moi depuis vraiment, Tenet, c'est ce qui m'a mis en rupture avec ce réal. Voilà. Et du coup, je suis allé le voir en mode ça va être comme Oppenheimer, ça va être voilà. Et étonnamment, le film m'a vraiment touché. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Voilà. C'est que le film m'a touché. Il y a des défauts. Il a des défauts cinématographiquement parlant et scénaristiquement parlant dont je parlerai après, mais le film m'a vraiment touché sur la thématique et j'ai retrouvé un petit peu de Nolan d'avant. Bah écoute, moi j'ai adoré. Carrément. J'ai adoré, mais je m'attendais à rien. D'ailleurs, je m'attendais plutôt à être déçu parce que à chaque fois j'oublie et je suis de nouveau déçu par Nolan depuis justement qu'il écrit plus avec son frère. D'accord. Mais j'aime ses films. Je veux dire, Oppenheimer, j'ai aimé Dunkerque. J'ai aimé ces films à part Tenet, qui pour moi c'était trop. Je pouvais pas accepter ça. Je sais pas s'il y a des fans ici de Tenet. Tenet, c'est J'ai un pote, il est fan absolu de Tenet. Ah bah écoute, c'est un prouveur. C'est le plus grand des prouveurs. Mais bon, on l'aime quand même. mais donc toi t'as adoré. Ouais. J'ai adoré parce que ça a été un peu dit, donc je vais juste le dire avec mes mots, mais j'ai trouvé ce film sensible, comme j'ai trouvé Interstellar par exemple sensible, et j'ai retrouvé aussi cet aspect de narration. Alors je sais pas si c'est parce que c'est une adaptation, mais en tout cas au niveau scénaristique je l'ai trouvé plus intéressant. Je trouve que par exemple Oppenheimer, il faut quand même écouter le grand public a adoré Oppenheimer et en vrai je comprends parce que c'est un grand récit et je pense qu'un grand récit ça prend les gens ont envie de se mettre dans une grande aventure et les gens l'ont adoré pour ça, mais comme on a dit il manquait de la profondeur sur le personnage, on a l'impression pas de le connaître, il n'est qu'un vecteur de l'histoire mais ça suffit et je pense que ici avec l'Odyssée on a des deux. On a la grande histoire et on a un grand personnage. Et je pense que là, les gens qui ont aimé Oppenheimer, ils vont comprendre aussi ce qui manquait. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir vécu une épopée ou une odyssée en voyant ce film ? Moi, j'ai eu l'impression de vivre une rédemption. Pas une épopée. J'ai eu l'impression de suivre un homme qui cherchait une forme de rédemption. Est-ce que ce serait pas ça le problème ? C'est ce que j'ai aimé dans le film, moi. Moi, je trouve que c'est ce qui le fait. Mais ils ont aimé pour ça. Alors et je trouve que le parti pris de Nolan, justement, sur le personnage d'Ulysse était un très bon parti pris à prendre, parce qu'on parle d'une adaptation et de faire comme dans l'œuvre originale. Je trouve que c'est pas intéressant, alors qu'avoir un vrai point de vue en prenant un personnage qui existe déjà et y mettre son point de vue d'auteur, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Alors, justement, je me permets de rebondir directement sur ce que tu viens de dire, parce qu'on va parler de scénario et justement d'adapter tout ça, mais avant j'aimerais quand même tenir ma promesse pour les spectateurs, puisqu'on parle de l'Odyssée, et simplement faire un rapide, j'espère que vous avez fait vos devoirs à ce niveau-là, même ceux qui nous écoutent, sur un peu l'héritage cinématographique, en plus de littéraire, de l'Odyssée. 3. Alors il y
y a le 3, donc quand là on a Tom ainsi qu'Alex qui sont fans ici de 3 comme moi d'ailleurs. Alors fan, je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu il y a pas longtemps ce film et c'est moi qui te l'ai j'ai pris une vraie claque, je l'ai vu avec toi. Je l'ai vu aussi il y a 2 mois, je crois. J'ai pris une claque aussi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Écoutez, 3, Wolfgang Petersen 2004. On pourra en revenir au fil de l'émission. Moi je l'avais vu quand j'avais 8 ans, je vous avoue, donc ça remonte à très longtemps et je l'ai vu plusieurs fois, j'ai toujours été amoureux de ce film. Mais simplement pour faire un contexte, ça c'est en 2004. Les adaptations de l'Iliade et l'Odyssée, on en a depuis le début du cinéma avec, je sais pas si vous l'aviez vu, mais Méliès, qui a fait un court-métrage en 1905. L'île de Calypso, on a déjà... Ah si, je l'ai peut-être vu. Voilà, bon, c'est un des films de Méliès pour vraiment les cinéphiles qui nous écoutent. Le problème, c'est qu'il dure quelques minutes et il y en a que j'ai oublié. Donc, oui, voilà, il y en a 1 milliard aussi. Oui, c'est ça, il y en a énormément. On a ensuite les 2 que par contre je conseille, qui sont un peu dans l'âge classique du cinéma américain, dans les années 50. On a Ulysse de Mario Camerini. Donc là c'est du cinéma italien en 1954 et du Robert Wise quand même qui est un très très grand réalisateur américain qui fait Hélène de Troie en 1956. J'ai une petite préférence pour Ulysse, ne serait-ce que pour Kirk Douglas, et avec du recul quand même je trouve que Kirk Douglas est le meilleur Ulysse encore à ce jour, mais voilà, ça reste un débat qu'on peut avoir. Mais donc sans entrer dans le détail, ensuite on a encore d'autres films dans les années notamment 80, 60-80. On a des séries aussi, deux séries qui parlent de l'Iliade et l'Odyssée. 3 de Wolfgang Petersen qu'on a évoqué en 2004. Et ensuite, on a également The Return, le retour d'Ulysse par Uberto Pasolini en 2024. Il y a Ralph Fiennes qui joue donc Ulysse et c'est un film qui a quand même pas mal de qualité et ça s'axe sur le moment où il y a le massacre, le retour d'Ulysse à Ithaque, puis le massacre des prétendants et le retour auprès de sa chère Pénélope. Voilà, avec Télémaque. Okay. Donc c'est tout ce passage-là qui accède dans le film. Est-ce que tout simplement vous trouvez que en 2026 c'est judicieux de faire une adaptation de l'Odyssée ? Pourquoi pas Je suis jamais contre une adaptation de l'Odyssée. Il y a toujours des points de vue. Nolan a donné son point de vue et il en a tout à fait le droit. En revanche, s'il y a une continuité entre 3 et l'Odyssée de Nolan, oui, ok. Je dirais visuellement c'est tellement pas la même chose et ça raconte tellement pas la même chose. 3 c'est plutôt une tragédie, l'Odyssée de Nolan c'est plutôt une sorte de, comme on a dit, d'une rédemption. En fait c'est surtout axé sur le personnage d'Ulysse et ça c'est très bien. Et en fait j'ai trouvé que Oppenheimer et l'Odyssée de Nolan étaient narrativement les mêmes. C'était exactement la même chose dans le sens où à partir du moment où Ulysse a eu l'idée de faire le cheval de Troie, en fait il a créé la mort à Troie, et Oppenheimer c'est la même chose. Au bout d'un moment, quand il a créé la bombe atomique, là il était plein de remords. Et exactement comme Ulysse. Et finalement je me dis mais en fait il écrit la même chose tout le temps ou... J'adore parce que tu sais que je te promets j'avais pas du tout vu ça. Et maintenant que tu le dis je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord dans le sens où il y a un travail sur des personnages qui sont comme ça, qui en fait luttent contre quelque chose qu'ils ont créé. Moi je pense qu'aujourd'hui, adapter un mythe, ça peut avoir son importance étant donné que ça s'inscrit, la Grèce c'est quand même le fondement politique, et je pense que dans le décor que ça met, c'est très intéressant pour nous actuellement. Je pense que dans le monde entier il y a des instabilités politiques qu'on remarque de plus en plus, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, et quand on voit que du coup la take on va dire sur la morale, c'est que avec une règle morale, c'est-à-dire en fait traiter l'autre correctement, c'est la loi de Zeus, toujours accueillir l'autre, finalement le fait d'être bon envers les autres concrètement, et ben elle se suffit, et un État n'est pas nécessaire si tout le monde respecte la règle de bienveillance. Et je pense que justement une société qui n'a plus du tout de croyances, de fondement spirituel, et qui en plus a un État qui impose une loi, en fait ça ne suffit pas. Il faut que les gens soient imprégnés finalement de cette volonté. Et ça se voit parce que finalement avoir un roi, est-ce que ça suffit ? Non. Il faut que les gens veuillent suivre quelque chose de commun. Et je pense que ça a vraiment son importance de montrer à quel point la morale est importante, parce qu'on a tendance à l'oublier. Je pense que nos sociétés nous poussent à l'oublier, parce que ça sert le grand capital.
Voilà. C'est hyper, Amen. Amen. Non, c'est hyper intéressant. Pour tous les fans qui nous écoutent, on va parler un peu de Nolan. J'ai envie de vous poser des questions sur ses choix de mise en scène, sur un peu ses mimiques. Vous savez, c'est un réal qui a un peu comme ça. C'est justement, toi tu parlais d'un côté scénaristique qu'on retrouvait avec Oppenheimer, mais aller un peu plus loin. Est-ce que vous reconnaissez une patte à la Nolan ou carrément pas du tout pour vous? C'est du blockbuster lambda, si on veut un peu attaquer. Écoute, oui, c'est du 100% Nolan dans le sens où tout est très froid. Okay. On va dire que d'un point de vue mise en scène, je sais pas comment on pourrait le reconnaître d'un point de vue mise en scène. Si il essaie de temps en temps d'iconiser des personnages, notamment quand la porte de Troie s'ouvre et tu vois le roi Agamemnon en plein centre de la porte, avec une énorme armure. Et en fait, quand même, ça m'a un peu fait rire dans le sens où tu vois Batman. J'ai dit c'est Batman. Ah oui, pour toi c'était à nouveau pour moi, Batman de Nolan. C'était Batman parce que juste l'armure, j'ai trouvé un poil ridicule dans le sens où elle était beaucoup trop imposante dans le sens mais comment fait le roi pour se battre? Et alors j'ai compris que c'était roi et donc le côté. Alexandre, c'est vraiment le mec en mode non mais pourquoi il y a des explosions dans l'espace Là je comprends pas en fait. Non, il y a pas de son qui se disperse dans l'espace. Tu vois. Mais en fait, Nolan se veut être dans les détails et minimaliste. Et là il fait, en fait, c'est un peu du je fais ça et en même temps il fait l'inverse. Dans tout le film c'était un peu ça, genre on parle des dieux et en même temps ils sont pas là, ils sont pas là. Et en fait j'ai l'impression qu'il sait pas sur quel pied danser. Tu veux dire un côté réaliste qui joue avec la mythologie mais de manière un peu maladroite. C'est ça, il veut être réaliste mais en même temps il est obligé de mettre quand même un cyclope où il est obligé de faire une transformation et je me dis mais choisis l'un des deux. Il a toujours joué là-dessus, hein. Il a toujours joué sur un peu le côté, c'est comme dans les Batman, genre il y a ce côté très réaliste mais en même temps je veux dire les personnages qui sont dedans, pour faire le Joker par exemple, genre. Oui, mais là c'est assumé, j'ai envie de te dire. Dans l'Odyssée, j'ai l'impression que c'est pas assumé en fait. Ah ouais. Moi je trouve non, que je suis pas d'accord. J'ai pas ressenti ça. Ok, alors est-ce que tu as vu les dieux ne sont pas du tout présents dans l'Odyssée Nolan. Mais c'est une adaptation, c'est le but. Sinon, s'il avait fait exactement comme tu l'as dit, ça aurait été exactement juste l'adaptation du livre. Et là, on aurait pu mettre n'importe quel nom derrière. Mais là, Nolan, il a voulu l'interpréter sous sa vision à lui. Je pense que il a mis son point de vue à lui. Et je pense que là, je comprends, c'est que toi, du coup, son point de vue, t'es pas d'accord avec son point de vue. Mais je pense que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, c'est ce que Tom a dit, mais que de ton côté, ça t'a frustré parce que toi, t'es attaché peut-être à l'œuvre source. Moi, j'ai vu beaucoup de films de Nolan, en vrai, la plupart, je pense. J'ai dû en rater vraiment que un ou deux. Et j'ai retrouvé un peu la fibre qu'il y avait autrefois. Il y a un chien sur le plateau. C'est génial, c'est un très beau chien. Ça t'a déconcentré. Non, mais il est très beau, du coup, forcément, ça m'a attiré l'œil. Mais enfin, bref, je reviens sur ma phrase. Mais oui, en fait, j'ai retrouvé ce qu'il y avait, en fait, ce qu'on ressentait dans les grands Nolan. C'est Interstellar, j'ai senti la fibre. J'ai senti cette fibre de, justement, la façon dont c'est raconté par Ulysse, le fait que on revienne en arrière, tu sais, j'ai des petites vibes de Memento, j'ai des petites vibes d'Interstellar, le fait que ça soit raconté, j'ai l'impression que il était vraiment dans un récit qu'il a réussi à maîtriser, mais je sais pas si ça aurait été un autre, peut-être que ça aurait pas été aussi bien, mais je pense que là ça a tapé pile parce que je trouve que sa mise en scène, la mise en scène Nolan, on va dire, s'adapte bien finalement à ce mythe-là. Par exemple, on parlait des décors. Moi j'ai bien aimé. Je suis d'accord avec Thomas, en fait ce qui est bien dans le film c'est que vu qu'on suit un personnage qui a potentiellement existé ou non, genre en fait ce qui est bien c'est qu'on est dans un contexte très réaliste mais vu que le personnage traverse une longue rédemption, comment on appelle ça? Ouais, quand t'es perdu dans le désert, une grande errance, en fait t'as presque l'impression que ce qu'il voit c'est des mirages parfois. Et je trouve c'est bien de pas pas mettre un point dessus en mode regardez c'est les enfers, c'est tout rouge, c'est ça, il y a des créatures partout. Non, parce qu'en fait vu que c'est un film très sur l'intériorité du personnage, et je trouve c'est bien de pas c'est comme quand il voit les sirènes. Je trouve c'est bien de les voir au loin, de les voir, tu sais c'est très presque en contre, tu vois, c'est pas montré. Et en fait, tu as l'impression que constamment il passe dans des mirages, etc. Et je trouve que du coup, le côté réaliste marche bien là-dessus. C'est le premier film qui est tourné entièrement en caméra IMAX 70 mm. Un exploit technique. Bon, Nolan avait déjà tourné, d'ailleurs, ça serait une question au quiz. Je tease pour la suite le radio quiz. Mais il avait déjà tourné des films en IMAX 70 mm, mais pas entièrement avec ce procédé. 600 km de pellicule, Paris-Montpellier.
Ah bah c'est aussi une question du quiz. Ah merde. Mais c'est très bien. Merci. Mais en fait, voilà, c'est aussi immense. Il y a toute cette question-là qui est assez intéressante. J'aimerais bon, je sais qu'Alex tu connais bien, mais qu'on en parle un petit peu parce que ça se passe déjà au tournage, dans la méthode de production, mais ça se passe aussi en cinéma, dans la projection, avec pour vous expliquer rapidement, ensuite on va rentrer dans le détail. En fait, c'est qu'il y a certains cinémas qui ont en fait besoin d'une technologie particulière pour pouvoir projeter dans la version que souhaite Christopher Nolan, qui n'est donc même pas le même format que la projection projetée dans la plupart des cinémas dans le monde. Alex, toi tu l'as vu en format IMAX, pas l'IMAX, voilà, pas l'IMAX tel qu'est voulu par Nolan, mais quand même un IMAX. Est-ce que tu peux nous en parler un peu déjà pour présenter ce que c'est? Alors, juste par rapport au format, j'aimerais dire que quand Nolan ou n'importe quel autre réalisateur tourne un film, ils ont des repères scope, c'est-à-dire pour les salles, les 90% des salles pour l'écran large. Nolan, il avait 3 repères, donc pour le format scope, pour le format A90 et le format IMAX. Et donc en fait, c'est là où tu vois que il y a quand même une espèce de limite à ces plusieurs formats, c'est que finalement le réalisateur est contraint à filmer, à filmer en scope finalement. Quand on voit les scènes de dialogue, elles sont la plupart du temps pensées en scope. Si tu mets les barres noires, en fait tu vois du plafond et du sol en plus si tu es en IMAX 70 mm ou même 1.85. Et finalement tu perds pas grand chose. L'essentiel de ce que tu dois voir est là. Mais alors IMAX avantage, encore une fois, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? J'ai envie de te dire que l'avantage de l'IMAX, c'est le son. Vraiment, c'est le son. Alors, le moment où le Cyclope se met à crier, déjà, le moment est extraordinaire. Il m'a fait mal aux oreilles. Je pense qu'on a atteigné les 100 dB, parce que vraiment, j'étais à 2 doigts de me boucher les oreilles. Je me dis, waouh, je suis dedans là. Ok, donc plutôt au niveau du son que plutôt au niveau du son. Donc finalement, il a bien cru au Cyclope. Bien sûr, je voulais voir plus. Mais Thomas et Tom, parce qu'en fait, je vous en parle aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ont râlé sur ce côté IMAX, qui ont payé les places très chères. Il faut savoir que dans le monde, il y a très peu de salles qui sont équipées dans l'IMAX tel que voulu par Nolan. Il y en a un à Montpellier en France, 4 en Europe seulement. D'ailleurs, visuellement aussi, pour l'IMAX 70 mm, comme c'est une projection argentique, en fait, quand ils vont mettre les sous-titres, ils vont prendre un deuxième projecteur et les gens voient en fait un espèce d'écran dans un écran. Ah oui. Et donc, en fait, le 70 mm, c'est l'expérience ultime, mais en même temps, les gens, la plupart du temps, sont gênés. Et déçus finalement par ça. Et sont déçus parce qu'en fait, ils voient en fait la fenêtre où il y a les sous-titres. Et tu sais, il y a beaucoup de scènes sombres. En fait, ils voyaient vraiment le carré du projecteur. Oui, parce que c'est 2 projecteurs différents pour mettre les sous-titres. C'est extrêmement intéressant. Je me permets aussi de le dire. C'est pour Audrey qui nous écoute sûrement et qui est une des personnes de l'asso, mine de rien, de Radio Ciné, qui a écrit des critiques cinéma. Et en fait, Audrey, elle travaille dans le cinéma, le seul en France qui projette justement cette version. Donc elle nous fait c'est ça, à Montpellier. Génial. Et elle nous fait des retours souvent. Et d'ailleurs, elle va écrire une petite carte blanche dans le journal de l'asso, dans laquelle elle parle des retours des spectateurs qui justement étaient paniqués parce qu'il y a eu des galères sur l'installation de cette IMAX. Et en fait, ça crée plus de débats et plus de personnes qui sont énervées contre le cinéma qu'autre chose. Et donc, c'est toute une légende, on en parle souvent. Donc voilà, je me permets aussi d'avoir une pensée pour Audrey. Une réaction sur tout ça, Thomas? Moi, je peux aller très rapide parce que de toute façon, on en a parlé 1000 fois dans cette émission de l'IMAX, du 70 mm. Pour moi, c'est vraiment genre juste pour vendre un film. Je n'ai pas fait l'expérience en IMAX, mais pour moi, c'est juste un plus. C'est une expérience qu'on te vend. Ça fait pas une projection en IMAX ou tournée en 70 mm, ça fait pas un meilleur film. Pour moi, je pense que tu peux vivre des grandes émotions sur des plus petits écrans, sur des formats plus petits. Comme tu l'as dit, il y a des scènes de dialogue en champ contre champ où si on met les bandes noires, ben en fait tu perds rien. Je pense pourquoi, parce qu'en fait de toute façon la plupart des séances vont être projetées en 2.35. Moi c'était du 2.35, donc forcément il doit faire un compromis en mode ah ouais bah oui on est obligé de cadrer comme ça. Donc en fait tant que la plupart des salles pourront pas projeter du IMAX ou vraiment le format 70 mm, et ben en fait ils pourront pas exploiter complètement ce format. Donc moi je trouve que c'est inutile. C'est cool de le faire parce que ça doit être un kiff de réaliser comme ça et de se faire plaisir, mais en réalité moi ça change rien. Moi je pense que j'aurais aimé honnêtement, parce que justement j'en ai jamais vu un film
projeté en IMAX et je me rends pas compte en fait finalement parce que je pense qu'il faut le vivre véritablement pour 70 pouvoir... mm ou IMAX classique? Même classique, mais 70 mm spécifiquement parce que j'avais vu des interventions en parlant justement de pourquoi certains cinéastes aimeraient tourner justement en IMAX et spécifiquement en 70 mm, c'est pour favoriser l'immersion. Alors je sais que de plus en plus le cinéma est pensé comme on va dire un manège à sensation, 4DX et tout, on a vu ce que ça donne. C'est un certain côté du cinéma. Mais c'est pas une mauvaise idée. Alors moi c'est pas comme ça que je veux voir mes films, mais je veux dire si ça aide les cinémas, pourquoi pas. Je veux dire c'est une expérience. Maintenant. Je pense que Nolan a voulu faire un film le plus immersif possible sans être en 4DX non plus. Et je pense que du coup, ce format-là, il existe pour ça. Et malheureusement, il y a aussi la deuxième branche, c'est que évidemment, tout le monde sait que personne ne va le voir dans ces conditions-là. Et donc là, c'est marketing. Mais dans les faits, je comprends que quelqu'un veuille le faire pour le montrer de cette manière-là, sauf que c'est pour la postérité aussi. Si la production a gardé ce choix, à mon avis, c'est parce que ça fait vendre. Est-ce que c'est un spectacle immersif? Est-ce que c'est à voir absolument au cinéma? Est-ce que ça va rester, à votre avis, dans les mémoires en tant qu'œuvre ou plutôt comme une expérience temporaire? Quelle est votre expérience? Je pense que le temps le dira si ça s'inscrit dans la durée, mais je pense que oui, il faut le voir en cinéma. Alors là, tous les films qui sortent, il faut les voir au cinéma. Alors ça, c'est important. Déjà, posons les bases. Voilà. On a quand même un journal où on parle des sorties cinéma, donc que ça soit clair. Qu'on le dit. Ouais. Mais spécifiquement, les grands récits, les grands spectacles, les blockbusters sont pensés vraiment pour être consommés dans une salle. Parce que moi, ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus touché, c'est le mix. C'est le sound design. Donc on c'est revient ça sur le son, qui m'a eu parce que quand il a parlé du Cyclope, Alex. Non mais le Cyclope, il m'a fait me pisser dessus. Non mais le Cyclope, extrêmement flippant. Il est on le voit parce que souvent on joue avec la peur de on le voit pas le monstre, il est quelque part et là jump scare. Là il est là, il dort devant toi mais il est juste tellement massif, puissant et il crie. Tu te dis mais ils sont morts, mais moi je suis mort là en fait. Et en gros le son m'a mis tellement dedans que en vrai honnêtement ça m'a touché parce que l'histoire me touche. En plus c'est une histoire d'amour donc ça m'a touché forcément. Voilà, ça me fait penser à quand on parlait de cette émission. J'ai projeté ma petite femme, voilà, que si je partais à la guerre 10 ans et que je devais la retrouver et que j'étais dans ce périple, j'étais en mode mais là ça m'a touché. Ta femme partirait aussi à la guerre aujourd'hui. C'est vrai, mais moi je voudrais pas qu'elle parte parce que. Celle de Thomas. Non, moi je voudrais pas qu'elle parte, je veux qu'elle survive. Moi je veux pas qu'elle aille sur le front. Mais en tout cas, ça m'a touché sur la thématique, mais le son en cinéma, il est vraiment, il te fait ressentir ce que Ulysse y vit avec ses soldats et franchement ça vaut le coup. Ne le regardez pas sur un PC, vraiment ça serait gâché. Et je trouve il y a quand même des gros défauts dans ce film, tu vois. Et notamment on parlait de mise en scène avant. Moi je suis désolé mais en termes de juste de découpage et de montage, moi il y a rien qui m'a transporté. Cinématographiquement vraiment le film ne m'a pas touché. Alors que dans Interstellar il y a des choses vraiment qui m'ont vraiment touché, mais des séquences montées avec la musique mais qui marchaient tellement bien, qui faisaient monter l'émotion, qui te touchaient profondément. Dans celui-là, à part la chute et encore c'est léger, mais la chute de 3 mois m'a vraiment touché, mais c'est parce que c'est plus sur ce que ça voulait raconter. Je trouve que c'était bien mélangé avec le récit de Ulysse, mais franchement tout le début du film par exemple, moi vraiment le début du film je pensais que ça allait être catastrophique parce que moi j'ai eu beaucoup de mal parce que en fait les personnages n'arrêtent pas de raconter ce qui se passe. En fait, c'est le début, il n'y a pas d'action, c'est juste les personnages qui racontent ce qui s'est passé et en fait, t'as l'impression que c'est un monologue de ok, il faut dire au spectateur. Trop de blabla, voilà. Je suis complètement d'accord avec toi dans le sens. Alors, juste pour répondre par rapport au découpage, il faut savoir que sur le tournage, ils n'avaient que 3 minutes pour tourner à chaque fois. Il faut au bout de 3 minutes maximum et au bout de 3 minutes il fallait changer la pellicule. C'est pas une excuse. C'est pas une excuse, je suis complètement d'accord, mais il y avait quand même plus de contraintes qu'un tournage classique. Si on tourne en pellicule, il n'y avait pas d'excuses. Il y a des grands chefs-d'œuvre dans les années 50, des années 60. Je ne l'excuse pas, je raconte les faits. C'est bien, c'est bien. Au moins il y a un fait, c'est vrai que c'est super. Mais et sinon, parlons juste du rythme. Je suis d'accord pour dire que les 30 premières minutes étaient très longues, mais quand même les 3 heures sont passées très vite. Non mais c'est passé vite, mais disons que je trouve que honnêtement il y a une perte de qualité scénaristique dans les films d'aujourd'hui et notamment dans celui-là ça se voit. Moi je trouve que c'est pas possible de nos jours de faire 30 minutes de monologue de personnages qui racontent ce qui se passe quoi. C'est pas possible.
Genre quand tu regardes 3, il y a pas ça. C'est en fait tu vis l'action des personnages, tu comprends par l'image, par le montage et par ce que les personnages font. Pas parce qu'il y a un mec qui arrive, qu'on sait même pas qui c'est ce mec, et il commence à te raconter. Ah oui, du coup il y a Ulysse, il a fait ci, il a fait ça. Et ce mec qui est d'ailleurs. Mais il y a plein, je sais pas, il y a plein de personnes. C'est ça. C'est celui qui raconte au début le. Travis Scott. Oui, voilà. Bah ouais, de toute façon, il y a plusieurs personnages qui font des monologues comme ça. Qui est là un peu pour. Et heureusement, ça s'équilibre. Heureusement, ça s'équilibre après dans le film, et plus on arrive vers la fin, et justement moins c'est dans le raconter, c'est plus dans l'action. Ouais. Et du coup, bref, voilà. De toute façon, on va passer à la dernière thématique, mais je rebondis juste très rapidement. Prenons juste une comparaison entre l'introduction de l'Odyssée et l'introduction de 3 qu'on a cité plein de fois. Bah, en fait, dans l'introduction de 3 qui est mythique, on est sur. C'est en fait on est dans une action tout simplement. Mais oui, t'introduis les personnages par juste. Et tu comprends leur caractère juste par leur action. Par leur action. T'as pas besoin de dire oui, c'est comme ci et comme ça. C'est un récit avec on n'est pas au théâtre. Mais qui n'est pas de la voix, c'est la haie de Travis Scott. Bon, j'ai rien contre ça. Je crois au théâtre. Donc voilà, c'est très bien. On passe juste à la dernière thématique, et après, vous savez, il y a le quiz. Tout le monde attend ça, donc on en arrive pour. La dernière thématique, c'est aussi le casting 5 étoiles, parce que ça a fait vendre, mine de rien. C'est que Nolan, bon, c'est le cas depuis bien longtemps, on est d'accord. Mais là, il a quand même atteint des sommets. Le casting, franchement, si on regarde chaque personnage, honnêtement, je reconnais un peu ce qu'il a voulu transmettre par les personnages. Par exemple, Tom Holland, voilà, il est encore trop jeune, et ça se voit, il a c'est l'adulte jeune, quoi. Alors qu'il a 30 ans. Et pourtant, mais ça se voit, on le sent, on se dit, ah oui, il est pas prêt pour être roi. Enfin, concrètement, c'est ce qu'il transmet. Donc, casting bien réussi. Moi, je trouve Matt Damon parfait, parce qu'il a réussi à le porter, le personnage. Moi, franchement, il y a vraiment aucun personnage qui m'a sorti en mode, ah, vraiment, il est là pour le marketing, mis à part Travis Scott, mais ça fait toujours plaisir. Voilà, ça fait toujours plaisir parce que j'aime bien, et moi je pense que c'est pas un mauvais argument, parce que moi je serais toujours en faveur du fait de prendre des personnages qui ne sont pas du monde du cinéma pour attirer les gens dans le monde du cinéma. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de Travis Scott, maintenant que c'est la superstar internationale. Moi, je pense que quand tu vois qu'il y a Travis Scott et que t'es pas fan du cinéma, tu dis « Ah, il y a Travis Scott, vas-y, je vais venir voir. » Et je pense que c'est un excellent hameçon, donc je sais pas si ça a été posé pour ça. Mais voilà, ça fait plaisir. Et en plus, il a une très belle voix, et elle a été utilisée au moment où il fait son dialogue. On reconnaît sa voix, et j'aime bien. Et moi, je trouve que le marketing du film n'a pas été du tout vendu sur ces acteurs. Tu regardes l'affiche, il n'y a aucune tête d'affiche. C'est-à-dire, c'est le roi Ama, je sais pas quoi, là, qui est de dos. Après, j'ai pas vu dans les autres pays comment les affiches étaient mises en avant, mais en tout cas, tu vois, il n'y a pas Timothée Chalamet. Il faut aussi que ce soit des têtes d'affiche qui sont dans la pop culture maintenant très prisées. Matt Damon, j'ai pas l'impression que la jeunesse, ou les gens d'aujourd'hui, sont en kiff sur Matt Damon. Et d'ailleurs, dans le film, je trouve qu'on le reconnaît pas. Enfin, tu vois, dans son accoutrement, moi, j'ai pas vu Matt Damon. Moi, je trouvais qu'il marchait grave bien, Matt Damon. Je l'ai trouvé excellent. Et d'ailleurs, c'est peut-être un des films que j'ai vu avec lui où vraiment, ces dernières années, parce qu'il a fait des films très jeunes aussi, où vraiment, j'étais en mode, là, il a tenu vraiment son rôle. Ou en plus, même dans Interstellar, je voyais que c'était Matt Damon. Mais et là non. Et je suis d'accord avec Thomas. En fait, chaque acteur colle bien à ce qu'il dégage, à ce qu'il a. Enfin, le physique dégage le caractère du personnage. Et même Travis Scott. En fait, moi, j'ai pas du tout entendu parler de Travis Scott avant. Ils ont pas fait de marketing dessus, donc je suis même. Oui, c'est cool. Et si t'en entends parler, c'est cool. Mais j'ai pas senti ce truc de on a pris Travis Scott parce que comme ça, tout le monde va venir voir. Bah non, en fait, je trouve que c'est un bon casting. Voilà. Les amis, tout de suite, nous allons passer au bilan du film, vous dire notre ressenti général. En tout cas, chaque chroniqueur va passer. On commence peut-être par Thomas, tiens, sur ton avis global sur toute notre conversation. Qu'est-ce que tu as envie de... Franchement, un film qui est important à voir, je pense, cette année, parce que c'est peut-être un des plus grands films de cette année en termes d'immersion. Je pense que le sujet est intéressant. On parle sur la philosophie, sur la morale. Je pense que ça peut poser beaucoup de questions. Je pense que ça peut animer beaucoup de débats, de parler de qu'est-ce qu'une morale, est-ce que c'est bien d'avoir une morale, est-ce qu'on a besoin d'un État pour mettre en place une morale. Bon, ça c'est toutes les questions que pose aussi le film. Après, d'un autre point de vue, les personnages sont très bien traités.
J'aime beaucoup comment les personnages ont joué. J'aime bien ce qu'ils ont porté. Je pense que on a tout type, par exemple, on a tout type de roi. On a de Ulysse au roi de Sparte, voilà, qui ont vraiment les contrastes inverses. Il y a aussi les personnages féminins dont j'ai bien aimé la place. Je pense que Anna Tawai, Pénélope, joue extrêmement bien. Et je pense que la philosophie qu'elle tient, moi j'adore ça. Le fait que non, c'est pas juste une reine qui attend son roi, c'est une reine qui tient la baraque, qui tient Ithaque, parce que en fait Ithaque n'a plus droit depuis 20 ans, mais se tient quand même, malgré les humiliations, malgré tout ça. En fait, les mecs, ils sont co-banqués, mais la reine tient le navire. Je pense que c'est vraiment... C'est bien qu'on ait mis le bon point dessus. Je pense aussi à Hélène, le fait qu'elle chuchote à l'oreille, dit pardon à Pénélope, que cette guerre s'est faite en mon nom parce que c'est pas de ma faute. Je pense que c'est bien aussi de mettre la voix à ces personnages-là. Moi, j'ai adoré ça. C'est les petites subtilités qui ont fait que j'avais bien aimé cette adaptation. Et voilà, je pense que du coup, globalement, le film, très immersif, les personnages crédibles et franchement, à voir en cinéma, absolument. J'adore, merci. Très beau bilan. On passe à Tom. Moi je trouve que c'est un film aussi. Moi c'est un film qui m'a en tout cas touché dans les thématiques et surtout sur le personnage d'Ulysse. Malheureusement, encore une fois, je le répète, mais je trouve que c'est dommage juste que scénaristiquement on retombe encore dans ces schémas de nos jours où on doit expliquer aux spectateurs plutôt que de montrer. Je trouve que ça casse vraiment ce qui est l'essence du cinéma et ça se ressent du coup aussi même dans la réalisation où en fait il y a rien dans le montage qui m'a marqué, rien dans le découpage qui m'a marqué. Par contre, je l'ai pas mentionné, peut-être le point fort, c'est vraiment que j'ai plus senti dans la scénographie de la mise en scène, notamment comment est amené le cheval de Troie. On en avait discuté, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu cette façon d'amener le cheval de Troie à Troie. Ça a toujours été très mis de façon grandiose. On dépose le cheval à Troie, il n'y a pas de difficulté à le ramener dans la ville. Là, on voit que le cheval est déjà embourbé dans le sable et les soldats sont dedans, ils attendent plusieurs jours. Et je trouve que c'est très imagé sur en fait ce que va traverser Ulysse et sur toute cette guerre finalement. Et pareil pour le personnage de Pénélope, que du coup je suis très d'accord avec toi sur Pénélope. Et du coup on le voit aussi dans la mise en scène, la façon dont en fait elle est responsable de Ithaque, parce qu'en fait elle est toujours montrée en arrière-plan et à travers un voile, à travers une forme de porte coulissante. Elle est jamais en fait sur un trône ou en train de dominer le banquet. Elle est toujours montrée en arrière-plan. En fait, c'est une façon scénographique de montrer que c'est elle qui règne, mais dans le silence, parce que personne la prend peut-être au sérieux. Même à un moment, elle le dit à son fils. Elle dit tu crois que avec ta petite barbe tu vas prendre le royaume, alors que moi ça fait 20 ans que en fait je le gère entre guillemets. Mais parce que c'est vrai, en fait elle est là, mais personne se rend compte qu'en fait elle tient les rênes. Et du coup il y a beaucoup de choses comme ça dans la scénographie, dans le placement des personnages dans l'espace. En fait c'est très réussi. Donc je trouve que le film en termes de mise en scène est plus réussi dans la scénographie que plus dans le montage, ce qui est dommage parce que moi j'adore. Pour moi le cinéma c'est du montage, du découpage, de la composition de plans, aussi de la scénographie, c'est certain, mais du coup on voit plus là la mise en scène. Et pour finir, pareil, désolé, mais le plus gros point fort du film, moi, c'est plus la thématique abordée. En fait, j'ai adoré de voir un Ulysse en pleine culpabilité face à ce qu'il a fait, parce qu'en fait il s'est rendu compte des horreurs des gens qu'il a trahis, et en fait c'est un personnage qui est en pleine introspection sur lui-même et qui doit accepter ce qu'il a fait à Troie et la guerre pour pouvoir rentrer. Parce qu'à un moment, il dit dans le film, je me rends compte qu'en fait, au fond, je ne veux pas rentrer. Mais parce qu'en fait, il n'a pas accepté en fait ses traumas, il n'a pas accepté sa culpabilité, il n'a pas accepté tout ça. Et d'ailleurs, la façon dont il rentre est très belle, parce que c'est Calypso qui lui dit, il faut que tu acceptes que tu peux pas toujours contrôler ton destin. Chose qui est très mis en avant chez les Grecs, en mode est-ce que tu contrôles ton destin, j'ai un destin. Et en fait, il se laisse porter sur un radeau, et en fait, il donne son destin aux mains des dieux, de l'univers, de ce que tu veux, aux forces de la nature. Et c'est comme ça qu'il rentre. Et c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ton avis. En tant que présentateur, je ne sais pas trop prendre parti, mais là, c'est bien parce qu'on aura un point de vue un peu plus aussi nuancé avec Alex. Et ça permet de contrebalancer. Alex, à toi. Écoutez, déjà, c'est un film qu'il faut absolument voir au cinéma. Ça, c'est une certitude. Ouais. Ensuite, est-ce que c'est le meilleur film de l'année ? Loin de là. Pour moi, le meilleur film de l'année, c'est soit Projet Dernière Chance, soit Dune 3 qui va arriver en décembre.
tu dis tu peux encore sortir. Je pense que Dune Putain, 3, Dune, j'ai du mal, mais on verra. je pense que Dune 3 il va rafler beaucoup de. On a une partie reco, je sais pas si tu te souviens à la toute fin, donc on regarde ça pour ça. Mais vas-y, pour le bilan. Et sinon, bilan, j'ai l'impression en fait que Nolan il était à la fois béni par sa caméra et en même temps vachement restreint. On parlait d'un peu de mise en scène. J'ai l'impression qu'en fait il pouvait pas faire ce qu'il voulait d'un point de vue. Je voyais pas trop la caméra danser. On voyait pas de plan large ou en fait je voyais pas de spectaculaire et ça m'a un peu aussi il y avait 2 ou 3 plans spectaculaires mais normalement une épopée l'Odyssée je m'attends à voir des plans spectaculaires, des plans en mode waouh, je m'en prends pas plein la vue. J'ai pas vu les 250 millions de dollars. D'accord. Je trouvais que en fait ils auraient pu tourner ça dans un studio, c'était la même chose tellement en fait c'était le vide en fait. Ils étaient sur des plages vides. Pourquoi avoir tourné aussi loin en fait au bout d'un moment. Mais c'était quand même une expérience cinématographique qu'il faut aller voir. Ben, merci beaucoup pour ton retour. Voilà, je coupe court au débat parce que sinon je sais que c'est sans fin et que voilà, il y a un peu des avis qui divergent à ce niveau-là. De toute façon, ceux qui nous écoutent, nous regardent, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner aussi à Radio Ciné et puis à donner également votre avis, à écrire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec l'un, l'autre, voilà, ou même si vous avez quelque chose à ajouter. Tout de suite, les amis, nous allons passer au quiz de Radio Ciné, le Radio Quiz, et c'est parti pour le jingle. Le concept est très simple et n'oubliez pas que vous pouvez jouer chez vous. Alors, dès que je pose la question, vous pouvez répondre. C'est à la première personne qui répond. En revanche, évidemment, vous n'avez qu'une seule réponse. C'est-à-dire que si jamais vous êtes trompé, vous avez répondu trop tôt, ben c'est terminé. Après, des fois, je suis indulgent. Si jamais tout le monde a répondu, je peux vous donner une seconde chance, mais seulement si tout le monde a répondu. Ouais. À la tête du client. C'est ça. Il y a toujours des personnes qui sont... Alors, de toute façon, c'est des choses on a à peu près tout déjà évoqué dans l'émission, donc c'est un peu de rapidité, mais voilà. Première question un peu technique, un peu précise. Quel est le nom du chef opérateur collaborateur historique de Nolan qui a fait ce film? J'ai oublié, putain. Le nom du chef op. Est-ce que quelqu'un là? Ah merde. On avait dit tout à l'heure Louis Dwing, un truc comme ça. Ça c'est le compositeur. Ah mince, ah oui c'est vrai. Est-ce que quelqu'un là? On n'a pas de fan de chef op. C'est Hoyt van Hotheim. C'est pas facile. C'est pas compliqué. Ok. Alors on va faire plus simple. Quel est le compositeur? Ludwig Göransson. Oui, j'accorde du bravo. Le point à Thomas, qui était royal parce qu'il a dit Ludwig, mais il avait le Göransson, il était prêt. Il était prêt. Le Ramsden, très bien. Le premier point. Premier point pour Thomas. Voilà. N'hésitez pas à compter les points. D'ailleurs, je vous les remercierai après, mais toutes les personnes à technique, voilà. Comptez bien parce qu'il y a eu beaucoup de tricheries dans ces émissions. Bien sûr. Beaucoup de tricheries. Alors, quel film de Nolan reste à ce jour, attention, on va parler de quoi, le plus long long métrage dans le Oppenheimer. Bien j'allais dire Oppenheimer. C'est le Oppenheimer, et donc c'est le deuxième film, en fait, j'ai vérifié le plus long, l'Odyssée, mais Oppenheimer reste quand même un peu plus long en durée, en autour des 3 heures. Alors, encore du Nolan. Et là, pour tous les fans de Nolan, j'espère que vous allez répondre à toutes ces questions au fur et à mesure. Depuis quel film Nolan a-t-il commencé à The Dark Knight Rises. Alors, attends. Rises, t'es sûr? Bah, en fait, on dit The Dark Knight, le premier de The Dark Knight, mais je les ai pas vus les scènes en IMAX. C'est quoi la question en fait déjà? Il faut finir la question et si la réponse est mauvaise. Tourné pour la première fois avec de l'IMAX. The Dark Knight. Et en fait, c'est The Dark Knight, mais pas Rises. Oui, mais alors dans The Dark Knight, on voit pas les scènes en IMAX. Enfin, sur les DVD, on les voit pas. C'est à partir de Rises. T'as l'air très renseigné. Moi, je les ai vus il y a pas longtemps. Je suis pas sûr, je pense qu'il faut vérifier, donc on met pas de points. C'est quand même. Mais je crois qu'il y a. Ça demande la vérification chez vous. Moi aussi, je peux dire, les mecs. Ouais, non, mais c'est Oppenheimer. Ça se voyait sur le carton et tout. Parce que moi, j'ai vu The Dark Knight, mais peut-être que ça, c'est pas. Après, non, mais attendez, s'il a tourné en IMAX, The Dark Knight, c'est The Dark Knight. C'est pas parce qu'il a pas les scènes dedans. S'il a tourné en IMAX dedans. Mission Impossible 4, Protocole Fantôme a été tourné. Certaines scènes ont été tournées en IMAX aussi. Bah oui.
Mais elles n'apparaissent pas. Oui, pareil, elles n'apparaissent pas. Oui, mais la question, c'est, elle a été tournée. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a été tournée, donc j'accorde pas le point. Ouais. Je suis méchant. On verra à la fin si c'est bien. C'est gentil avec moi, un demi-point à la fin. Alors, j'accepte mon sort. Quelle quantité de pellicule a été 600 km. Ah, le bâtard. Oui, mais du coup, j'avais dit en premier. Il m'a volé ma réponse. Je le savais déjà en plus, je l'avais lu. Alors, vous devez citer 2 films. 2 films dans lesquels, autres que l'Odyssée, Matt Damon a joué avec Nolan. Interstellar et Oppenheimer. Oui, bon, j'accorde le point à Alex. Effectivement, il était vrai. C'est ça. Donc on parlait de Matt Damon justement, je laissais des choses parce que c'est vrai que Matt Damon a tourné, c'est la 3e collaboration avec Christopher Nolan. Il a déjà fait Interstellar et Oppenheimer. Ok. Donc ça fait 2 points pour Alex, il prend la main, décidément il est on fire, attention il y a de la concurrence. Comptez bien les points. Alors, ok, ça va aller très rapidement. Quel rappeur apparaît Travis Scott. Allez. C'est Tom, attends, Tom légèrement en avance, je dirais. Ouais. Ah, la technique me valide pour Tom en avance. Voilà. Et donc ça fait 2 partout. Voilà. Mais à rien, ça joue à rien, Alexandre. C'est toujours d'accord ça. Franchement. Je suis le Paraguay là. Ok. Attention, pareil, ça va aller très rapidement. Et là, ça me rappelle une petite anecdote que j'ai vue avec Alex quand on a fait un autre tournage pour Radio Ciné. Je t'ai donné un indice, je suis très gentil. Quel studio distribue le film? Universal Studios. Oui. Mais c'est quoi cette question? C'est une question comme une autre. T'as un problème avec les questions? Parce qu'attention, je vais te donner des malus. C'est vrai que des fois. D'ailleurs, c'est le 2e film que Universal distribue avec Nolan. Quel est le budget approximatif? 250 millions. Ouais. C'est un point partout là. Ouais. Effectivement, 250 millions. Et alors là, j'en avais fait appel à votre culture littéraire. Attends, il y a combien de points là? Là, c'est 3, 2, 1. Non, c'est ça? 4-3-2, c'est ça. 4-3-2. Ah, bah heureusement que vous êtes là. 4-3-2. Merci les amis. 4-3-2. Ok. Alors, là, je fais appel à votre culture littéraire parce que je ne crois pas que c'est dans le film. Mais c'est une citation de l'Odyssée. Et en fait, c'est la ruse qu'utilise Ulysse pour faire face au Cyclope et pouvoir sortir. Et le Cyclope lui demande quel est ton nom et il lui répond mon nom est personne. Non, ça c'est dans La Bonne, la Brute et le Truand. Il y a un film d'ailleurs exceptionnel qui s'appelle justement Mon nom est personne, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est dans. Mais non, c'est dans. Tu vas dans l'Ouest, non? Non, mais non, il y a un film qui s'appelle Mon nom est personne. Vraiment un western. Mais le personnage, c'est pas dans. Il s'appelle personne, mais c'est. Oui, mais c'est dans. Il était une fois dans l'Ouest, le personnage. Oui, il y a aussi ça, mais c'est une autre référence. Ok. Bon, bref, ça a été repris beaucoup dans les western spaghetti, bien sûr, pour ceux qui ont la ref. Mais là, bravo, effectivement, en fait, la ruse qu'il utilise, c'est littéralement la même. C'est mon nom est personne, et donc c'est pour pas que le Cyclope puisse le retrouver personne. Et donc voilà, t'avais la ref. Et donc, Alexandre, je pense qu'on peut le dire, gagne le quiz. Bravo. Est-ce qu'on peut l'applaudir? C'est la chance du débutant, j'ai envie de vous dire. On applaudit avec le micro, mais bravo Alexandre. Première participation dans l'émission principale et tu as déjà gagné. C'est exceptionnel. On te note au palmarès. Alors, nous allons faire à la toute fin les recommandations. Restez bien jusqu'au bout pour voir les recos des films. Mais je remercie quand même rapidement toutes les personnes présentes ici. Déjà à la technique, nous avons Samson ici qui filme avec Victoria à la technique ici en images, ainsi qu'Alexandre Kreni qui fait le son. Merci à vous d'être venus, de vous être déplacés voilà, dans ce magnifique lieu devant des belles arches. Et nous avons ici les chroniqueurs, Alexandre Moreau, Tom Dalem, Thomas Ramsden, les chroniqueurs de l'émission et bien sûr adhérents également à l'association, ça fait très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner aussi à Radio Ciné. On fait beaucoup de contenu avec Alex, on a filmé il n'y a pas longtemps un micro-trottoir qu'on va appeler Micro Ciné, nouveau concept qui va sortir, donc restez branchés sur ça. Petite pensée également au journal L'Hebdo Ciné qui est le journal de l'asso où on distribue chaque semaine, vu que c'est L'Hebdo Ciné, des critiques de films en format papier cette fois. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre tout ça. On a bientôt le site internet qui arrive, on est sur YouTube, sur tous les réseaux, etc. Alors, les recommandations, c'est comme ça qu'on termine l'émission. Les recos, vous savez, de films, idéalement que vous avez vus récemment au cinéma et que vous recommandez. Là, ça permet de faire un top à mi-année, puisqu'on est en ce moment en juillet, à mi-année, voilà, les films qu'on recommande. On parle de grands réalisateurs américains, alors je vais recommander négativement. C'est la première fois qu'on fait ça. Négativement, c'est-à-dire de ne pas regarder justement. Vous allez comprendre. Alors, je recommande d'aller voir Disclosure Day de Spielberg. D'accord. Parce que
je n'ai jamais vu une bouse de sa part. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire dans un film. Attention, parce que j'ai bien aimé Disclosure. C'est une vraie leçon. Et ça, c'est ton problème. Attention, parce qu'on peut débattre si tu veux. On peut débattre, mais je pense qu'on a déjà dépassé le chrono. Mais on débattra dans une autre. Disclosure Day, qui est une parodie de lui-même. Oui. Et je pense que c'est excellent de le voir parce que Spielberg n'a jamais floppé, je pense, à mon goût. Et là, c'est un. T'as vu The Bon Gros Géant ou Cheval de Guerre ou des films comme ça? Ah non, West Side Story a floppé de ouf. Ouais, mais moi, Le Bon Gros Géant, c'est son plus gros flop pour moi. Bon Gros Géant, moi, j'ai pas c'est que je ne l'ai pas vu. Je l'ai pas vu non plus. Mais en fait, je pense que c'est vraiment un film pour des enfants qui ont 3 ans, donc je me dis c'est ok. C'est ça. Bon, ça, c'est un ce film aussi, peut-être. Disclosure Day, peut-être, quand t'as 3 ans, peut-être, il y a moyen. Attention, parce que là, j'ai commencé à énerver, parce que moi, j'ai des trucs que j'adorais dans la Disclosure. 3 ans ou Gabriel, c'est la tranche. C'est le public cible, il va te taper avec le micro, là. Attention. Allez le voir. On n'attaque pas Spielberg. Allez. Il a la veine. Ça y est, elle est sortie. Non, franchement, c'est un film à voir, parce que je pense que la thématique, en fait, c'est trop dommage, parce que la thématique portée par le film est très intéressante. Je vous laisserai découvrir. Mais pourtant, c'est traité d'une façon lamentable, mais c'est une belle leçon. Moi, je trouve qu'il n'y a rien. Voilà, Disclosure Day. Voilà. Bon, ça c'est ok. Bon, on note. Voilà. Et vous ferez votre avis si vous êtes énervé contre Thomas parce qu'il a commandé une on touche pas à Spielberg. Vous le dites. N'hésitez pas. Tom, toi. Moi, je vais recommander un film, mais je sais pas s'il est encore au cinéma. Ça fait un petit moment, mais j'ai pas de bons films que j'ai vu. Enfin, j'ai vu beaucoup de films, mais c'était catastrophique. Voilà. Mais je vais recommander un film que j'ai vu au cinéma récemment. S'il est encore au cinéma, allez le voir. C'est Colony du même réalisateur. Je sais plus le nom du réal, je suis désolé. C'est du même réalisateur de Dernier Train. Ouais, c'est celui qui avait fait Dernier Train pour Busan. Et Peninsula aussi, il fait beaucoup de films de zombies en fait. Et du coup, c'est son nouveau film. Et film très très cool qui se passe, qui en fait, je trouve, améliore le concept de l'invasion de zombies, qui traite les infectés surtout comme le nom l'indique, comme le titre l'indique, d'une colonie en fait. Ce qui est trop bien, c'est que les zombies en fait communiquent entre eux et évoluent ensemble. C'est-à-dire quand un zombie apprend quelque chose, en fait, le reste de la colonie prend le pattern. Et en fait, c'est la première fois que je vois ça au cinéma avec un film de zombies où les zombies en fait évoluent en même temps. Et tout se passe dans un immeuble, un centre commercial, enfin un immeuble. Et je trouve le film vraiment très cool. Les décors sont, enfin je veux dire, l'esthétique du film, je trouve marche vraiment super bien. Et moi, je suis un grand fan de films coréens, donc voilà. De films de zombies. Et de films de zombies. Et dernière recommandation, là, je vais aller très vite. Regardez 3. Voilà, regardez 3. Je suis obligé de le dire parce qu'en fait, si vous regardez l'Odyssée, mais regardez 3, vous allez entendre 1000 fois mieux. Différent pour moi. Ah non, mais pour moi, il est 1000 fois mieux. Non, mais j'ai préféré 3 en vrai. J'ai préféré 3, mais pour moi, ils sont tellement différents qu'ils se complètent vraiment ces deux films. Mais en termes vraiment cinématographiquement purs, 3 c'est une claque. Vraiment, c'est des scènes cultes, c'est des répliques de malades, c'est des scènes de combat fou alliés, un montage incroyable. Enfin bref, tout est tragique, tout est beau. Merci. Alors, je tiens à dire que à l'époque, quand 3 est sorti, c'était un film considéré comme moyen. Ouais, je sais, mais il y a du. Voilà. Mais même, je regarde les notes sur Sens Critique ou quoi, le film n'est pas hyper apprécié. Alors que le film est génial. Alors, moi, j'ai 3 films. J'ai d'abord le film de cette année, pour moi, c'est Projet de dernière chance. Je trouve ça hyper humain. Je suis d'accord. Pour moi, c'était incroyable. Pour moi. C'est un film, il est ultra bien noté en plus. Il est génialissime. Mais je l'ai pas vu. Pour moi, c'est un anti-Interstellar, c'est-à-dire c'est Interstellar mais en version chaleureux. Ah, c'est ce que t'aimes du coup. T'as pas la froideur de Nolan. J'adore. Interstellar est mon film préféré. Là, on voit Zeus, on voit vraiment Zeus détruire les navires avec ses éclairs. Mais moi aussi j'aime bien ça. Et le deuxième film, c'est en fait, beaucoup de gens ont dit que la fin de Odyssée était satisfaisante. Et j'ai fait le parallèle avec Dune 2 justement, où en fait ça se termine à peu près de la même manière, où cette vengeance, où à la fin Paul Atreides arrive à se venger de certaines personnes, et donc je vous recommande vivement ce film, enfin Dune 1 et 2, parce que si on voit 2 on comprendra pas beaucoup le 1. C'est pour ça que t'attends le 3. C'est pour ça que j'attends le 3, et aussi surtout que le 2 était quand même visuellement extraordinaire, et aussi, enfin bref. Et ma troisième recommandation, ça sera la bataille de Gaulle, partie 1 et 2, que j'ai trouvé topissime. Okay. Et voilà, anecdote, apparemment le prochain film de Nolan, sera un film d'horreur.
Ah ben, on a très hâte. La dinguerie. J'ai eu la même info. Apparemment. Là, ça me parle. Ça reste à confirmer. On verra ça. Le temps nous le dira. J'allais conseiller également 3. Puisque voilà, si jamais vous avez aimé l'Odyssée ou pas, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir 3, surtout si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite, alors je suis d'accord avec le projet Dernière Chance, que c'est l'un des meilleurs films de l'année. De mon côté, c'est pas très original, mais je conseille également Obsession. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce tout premier épisode de la 2e saison de Radio Ciné. C'était sur l'Odyssée de Christopher Nolan. Voilà, on espère que ça vous a plu. C'était un régal d'en parler. En plus, en extérieur, ça nous change, ça nous a fait très plaisir. Et on vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à tous et à bientôt. Ciao!